La psy chez Sarah B. La psychanalyse entre vous et moi. Une parole qui surgit de nulle part, vraiment? La psychanalyse comme traitement de la parole, comment opère-t-elle? En d'autres termes, comment ce traitement permet-il un changement radical et en cela un traitement efficace? Selon l'assertion de Jacques Lacan dans son séminaire Le désir et son interprétation paru en 2013 aux éditions de La Martinière. Que se passe-t-il donc quand on parle? La première chose à noter est que l'on s'entend parler. Vous connaissez sans doute les théories sur la communication qui décrivent cette évidence en termes de feedback. Le terme de feedback est passé dans le langage courant. En musique, par exemple, quand on parle de retour lorsqu'une personne chante ou s'enregistre. Un terme qui vient de l'anglais, feedback, et qui est composé de deux mots, feed, du verbe nourrir, se nourrir, et back, qui indique le retour. I'll be right back. C'est je reviens tout de suite. Donc, si l'on traduit mot à mot le feedback, on obtient se nourrir en retour. Quand on parle, on se nourrit d'emblée avec sa propre parole, comme on dit en français, boire les paroles comme du petit lait. Alors qu'est-ce que la parole? Soulignons comment Lacan commente cette question dans le séminaire Les psychoses, page 47. À partir de la théorie de la communication qui comprend 4 termes, premièrement l'émetteur, celui qui parle, deuxièmement le récepteur, celui qui entend, troisièmement le feedback que nous avons abordé en termes de retour de la voix pour celui qui parle, et quatrièmement le moyen utilisé pour transmettre la parole, le téléphone par exemple. Le premier point que nous pouvons souligner dans une psychanalyse est le fait de s'entendre parler. Je fais bien sûr ici une parenthèse pour les personnes atteintes de surdité. J'y reviendrai en lien aussi avec l'autisme. Donc l'expérience est d'abord de s'entendre parler quand l'auditeur fait silence, pour reprendre les termes de Jacques Lacan. Dans la vie de tous les jours, il nous arrive de nous surprendre à dire telle ou telle chose, un mot à la place d'un autre. Je me souviens d'un de mes professeurs de psychologie disant en commentant une planche d'un test psychométrique, « Celle-là, je l'aime beaucoup ». Nous avons tous bien ri, évidemment. C'est Freud le premier qui a étudié de façon rigoureuse et méthodique ces petits accidents de langage que l'on nomme lapsus et dont l'étymologie est une glissade qui a pris plus tard le sens de commettre une erreur. Le lapsus peut se situer au niveau du langage, mais aussi au niveau de l'écriture, de l'audition, des actes et aussi des oublis, etc. Freud les a répertoriés et analysés dans un livre qui a été publié sous le titre « Psychopathologie de la vie quotidienne », dont la première édition date de 1923. Vous trouverez la référence aux éditions Payot. Rappelons-le, Freud était neurologue autrichien, né en 1856 et mort à Londres en 1939. En tant que neurologue, il s'attelle à la recherche des troubles du langage et publie un certain nombre de travaux sur l'aphasie, notamment Contribution à la conception des aphasies, dans lequel Freud étudie les dysfonctionnements du langage sur le versant autre que le neurophysiologie. Ses recherches sur la paraphasie, donc un trouble qui consiste à altérer les mots ou les remplacer par d'autres ayant ou non une certaine ressemblance, par exemple fellation pour inflation, Rachida Dati. Donc, dans ses recherches, Freud met en relief 2 aspects dans l'utilisation des mots. Le premier concerne la représentation de la chose, la trace mnésique, ce dont on se souvient et qui est utilisé par le système visuel. Par exemple, quand je dis la table, je me représente systématiquement l'objet qu'est la table. C'est concret. Si je dis une table, tout le monde comprend.
Grâce au mot, je visualise l'objet. Et l'autre aspect, c'est la représentation du mot lui-même, table. Par exemple, quand on rêve, on voit une table et on dit table quand on en parle. D'un côté, la représentation part de l'objet et de l'autre du mot qu'il représente. C'est ainsi que Freud s'est attaché à examiner les différentes formes d'aphasie, dont les causes sont organiques, indépendamment de la région physiologique qui en est à l'origine. Freud découvre qu'il y a un fonctionnement du langage qui ne peut être localisé dans le cerveau, qui échappe complètement à la science médicale, mais aussi à tout être humain. Et cette part qui surgit de nulle part est en lien étroit avec le langage. Une part qui résiste à toute démonstration scientifique et que Freud appelle l'inconscient. L'inconscient? Quel drôle de mot! Suite au prochain numéro.